la morale et le virologue. Sous l'éclatant soleil d'une chaude matinée, une dizaine de jeunes enfants jouaient dans une rue d'Atlanta. Ils se poursuivaient, se battaient, se ceinturaient, riant et criant, faisant les fous dans la joie, sans autre raison que celle d'être vivants par un si beau jour. Pourtant, dans le bâtiment étincelant de blancheur derrière des fenêtres à double vitrage, l'air était un peu plus frais. C'était comme ça que John Shawcross le préférait. Et on n'entendait rien d'autre que le bruit de l'air conditionné et un léger murmure électrique. Le schéma de la protéine tremblait très légèrement. Shawcross sourit, déjà certain de son succès. Quand le pH affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran passa la valeur critique, selon ses calculs, le point auquel l'énergie de la conformation B devait tomber en dessous de celle de la A, la protéine fut prise de convulsions et se retourna complètement. C'était exactement ce qu'il avait prédit, et qui était corroboré par son étude des liaisons. Mais de voir la transformation, indépendamment de la complexité des algorithmes qui avaient mené de la réalité à l'écran, en constituait naturellement la preuve la plus satisfaisante. Il repassa l'événement plusieurs fois, dans les deux sens, totalement captivé par le spectacle. Ce merveilleux engin valait facilement les $800 000 qu'il l'avait payé. Le vendeur avait bien sûr effectué plusieurs démonstrations impressionnantes, mais c'était la première fois que Shawcross utilisait la machine pour son travail personnel. Des images de protéines en solution. La diffraction au rayon X habituelle ne pouvait marcher qu'avec des échantillons cristallins, dans lesquels la configuration d'une molécule ne ressemblait pas beaucoup à celle de sa forme aqueuse, la seule biologiquement pertinente. La clé, c'était de stimuler par ultrasons une phase liquide semi-ordonnée, sans parler de quelques percées majeures en informatique. Shawcross ne comprenait pas tous les détails, mais ça ne l'empêchait pas d'utiliser la machine. Charitablement, il fit un vœu pour que son inventeur reçoive les prix Nobel de chimie, physique et médecine, visionna une nouvelle fois les résultats époustouflants qu'il venait d'obtenir, puis s'étira, se leva et sortit déjeuner. Sur le chemin du traiteur, il passa comme toujours devant la fameuse librairie. Un nouveau poster criard attira son attention. Un jeune homme nu, langoureusement allongé sur un lit dans une pose post-coïtale, le sexe à peine recouvert par un coin de drap. Le titre du livre s'étalait sur le haut de l'affiche, imitant une brillante enseigne au néon rouge. Sexe sans risque pour nuit torride. Shawcross secoua la tête de colère et d'incrédulité. Qu'est-ce que les gens avaient donc dans le crâne? N'avaient-ils pas lu son annonce? Était-il aveugle, stupide, arrogant? La sécurité ne pouvait passer que par le respect des lois divines. Après son déjeuner, il passa chez un marchand de journaux qui recevait la presse étrangère. Les éditions de samedi dernier étaient arrivées et son annonce y figurait partout, traduite si nécessaire dans la langue correspondante. Une demi-page dans un journal de premier plan coûtait cher partout dans le monde. Mais l'argent n'avait jamais été un problème. Adultère, sodomite, pour votre salut, repentez-vous. Abandonnez immédiatement vos mœurs dépravées ou périssez et brûlez pour l'éternité. Il n'aurait pas pu le dire plus clairement. Personne ne pourrait prétendre qu'il n'avait pas été prévenu. En 1981, Matthew Shawcross avait acheté une minuscule station de télévision par câble dans la Bible Belt, assez décrépite, et qui avait jusqu'alors partagé son temps d'antenne entre de vieux clips rayés en noir et blanc des chanteurs de gospel des années 50 et des attractions locales, comme des montreurs de serpents, protégés par leur foi et par l'ablation opportune des glandes à venin de leurs protégés, ou des enfants épileptiques, encouragés par les prières de leurs parents et par une suppression soigneusement calculée de leurs médicaments pour que l'Esprit Saint les anime. Matthew Shawcross ramena la station aux années 80 en dépensant une petite fortune sur un indicatif de 30 secondes avec animation générée par ordinateur. Une flottille de vaisseaux spatiaux crénelés faisant des pirouettes et lançant des missiles en forme de crucifix vers une carte en relief des États-Unis, découpant le logo de la station, une statue de la liberté tenant une croix et non une torche. En passant les derniers clips vidéo branchés de rock gospel, des feuilletons mélos chrétiens et les jeux télévisés correspondants. Et surtout,
en identifiant les sujets de fond, communisme, dépravation des mœurs, impiété dans les écoles, qui pouvaient servir de thème à Téléthon pour récolter des fonds et faire croître les affaires, pour rendre les futures actions encore plus lucratives. 10 ans plus tard, il était propriétaire d'un des plus importants réseaux de télévision par câble du pays. John Shawcross était en fac, sur le point de se lancer dans la paléontologie, quand le sida avait commencé à faire les gros titres. Tandis que l'épidémie se répandait et que les leaders spirituels célèbres qu'il admirait le plus, dont son père, commencèrent à proclamer que la maladie était la volonté de Dieu, celle-ci était peu à peu devenue une obsession pour lui. À une époque où le mot « miracle » faisait partie du vocabulaire de la médecine et de la science, voilà qu'arrivait un fléau sortant en ligne droite de l'Ancien Testament, qui détruisait les méchants et épargnait les justes, à quelques hémophiles et transfusés près, établissant pour Shawcross la preuve indubitable que les pécheurs pouvaient être punis dans cette vie comme dans la suivante. Ce fait présentait pour lui un intérêt double. Non seulement les pécheurs, à qui la damnation n'avait toujours semblé qu'une menace lointaine et non avérée, avaient-ils maintenant une raison puissante et très terre-à-terre de se réformer, mais les justes étaient-ils également renforcés dans leur détermination par ce signe incontestable de l'approbation du ciel et de son soutien. En bref, la simple existence du sida avait comblé d'aise John Shawcross, et il s'était peu à peu convaincu qu'être personnellement impliqué, d'une façon ou d'une autre avec le VIH, le virus du sida, le rendait encore plus heureux. La nuit, il restait éveillé à réfléchir aux voies mystérieuses de Dieu et à se demander comment il pourrait faire pour participer. Toute recherche se focaliserait sur l'obtention d'un remède. Comment pouvait-il raisonnablement s'impliquer avec un tel objectif? Et puis, dans les petites heures d'une froide matinée, il avait été réveillé par les sons provenant de la chambre d'à côté. Des petits rires bêtes, des grognements et le grincement des ressorts d'un matelas. Il s'était recouvert les oreilles avec son oreiller et avait essayé de se rendormir. Mais il n'était pas arrivé à s'en abstraire, pas plus que leur effet sur sa chair faillible. Il s'était masturbé un petit moment sous le prétexte d'éradiquer manuellement cette érection indésirable. Mais il s'était arrêté à la limite de l'orgasme et reposait frissonnant dans un état aigu de perception morale. C'était une femme différente toutes les semaines. Il les avait vues partir le matin. Il avait essayé de donner des conseils à son camarade, mais n'avait reçu que raillerie en échange de ses efforts. Shawcross n'avait pas blâmé le pauvre garçon. Il ne fallait pas se demander pourquoi tout le monde se moquait de la vérité quand tous les films, tous les livres, tous les magazines, toutes les chansons de rock encourageaient encore et toujours la promiscuité et la perversion, les présentant comme normales et bonnes. La peur du sida avait peut-être sauvé des millions de pécheurs, mais des millions d'autres l'ignoraient encore, convaincus de manière absurde que leur partenaire d'élection ne pouvait pas être infecté, ou confiants dans l'efficacité des préservatifs à contrarier la volonté divine. Le problème, c'était que de vastes segments de population n'avaient pas été infectés, malgré leur impudeur, et que l'utilisation des préservatifs, selon les études qu'il avait lues, semblait effectivement réduire le risque de transmission. Ces faits dérangeaient beaucoup Shawcross. Pourquoi un Dieu omnipotent aurait-il donc créé un outil imparfait? Était-ce une question de clémence divine? Peut-être bien, avait-il concédé, mais cela lui avait paru d'assez mauvais goût. La roulette russe sexuelle n'était pas une image appropriée lorsqu'il s'agissait de la capacité du Seigneur à pardonner. Ou bien, Shawcross avait ressenti un grand frisson lorsque la possibilité s'était cristallisée dans son cerveau. Le sida n'était-il rien de plus qu'une ombre prophétique préfigurant un fléau 1000 fois plus terrible encore à venir? Un avertissement aux pervertis qui devaient réformer leurs mœurs tant qu'il en était encore temps. Un exemple pour les justes, une démonstration de la manière dont ils pourraient accomplir sa volonté. Shawcross était fébrile. Les pécheurs d'à côté gémissaient comme s'ils se trouvaient déjà en enfer. La mince cloison tremblait, le vent s'était levé pour secouer les arbres sombres et faire vibrer sa fenêtre. Quelle était donc la nature de cette idée folle qui lui trottait dans la tête? Un véritable message de Dieu ou le produit de sa compréhension imparfaite? Il avait besoin d'être guidé. Il alluma la lampe de chevet et prit sa Bible sur la table de nuit.
Les yeux clos, il ouvrit le livre au hasard. Il reconnut le passage au premier coup d'œil. C'était la moindre des choses, il l'avait lu et relu 100 fois, le connaissait presque par cœur. La destruction de Sodome et de Gomorrhe. Au début, il avait essayé de se détourner de sa destinée. Il en était indigne, un pécheur lui-même, un enfant ignorant. Mais qu'il n'était pas aux yeux de Dieu. C'était de l'orgueil, non de l'humilité, que de ne pas accepter que le Seigneur l'ait choisi. Au matin, il ne restait plus aucun doute. Abandonner la paléontologie avait été un grand soulagement. Défendre le créationnisme avec un tant soit peu de conviction demandait une certaine façon de penser très spéciale, et il n'avait jamais été tout à fait certain qu'il pourrait la maîtriser. Il s'était en revanche facilement approprié la biochimie, confirmation si besoin était qu'il avait fait le bon choix. Il était resté en tête de classe tous les ans et enchaîna sur un doctorat de biologie moléculaire à Harvard, sur un post-doc au NIH, le laboratoire de recherche du ministère de la Santé, et des bourses pour le Canada et la France. Il vivait pour son travail, se forçant sans merci à dépasser ses limites, mais en prenant toujours soin que ses réalisations ne soient pas trop remarquées. Il avait peu publié, en général modestement comme 3e ou 4e co-auteur, et quand après son séjour en France, il revint enfin chez lui, personne dans son domaine de recherche n'entendit parler du retour de John Shawcross, et personne ne s'en serait d'ailleurs soucié, prêt à s'atteler à son véritable travail. Shawcross travaillait seul dans le bâtiment étincelant de blancheur qui lui servait à la fois de laboratoire et de foyer. Il ne pouvait pas prendre le risque d'embaucher des employés, même s'il partageait entièrement ses convictions. Il n'avait même pas révélé son secret à ses propres parents. Il leur avait dit qu'il s'était lancé dans la génétique moléculaire théorique, ce qui n'était un mensonge que par omission. Et il n'avait pas besoin de mendier de l'argent à son père chaque semaine puisque, pour des raisons fiscales, 25% des énormes profits de l'Empire Shawcross étaient systématiquement versés sur des comptes à son nom. Son laboratoire était rempli de boîtiers métalliques gris d'où sortaient des câbles qui serpentaient jusqu'à des ordinateurs, des synthétiseurs et des séquenceurs d'ADN, d'ARN et de protéines complètement automatisés et de dernière génération, en vente dans le commerce à la disposition de quiconque avait suffisamment d'argent pour les acheter. Une demi-douzaine de bras robotiques effectuaient l'ensemble des travaux répétitifs. Remplir les pipettes de réactifs, les diluer, étiqueter les tubes, charger et vider les centrifugeuses. Au début, Shawcross avait passé la plus grande partie de son temps sur les ordinateurs à chercher dans des bases de données les informations de séquences et de structures qui lui serviraient de point de départ. Il avait ensuite acheté du temps sur un supercalculateur afin de prédire les formes et les interactions de molécules encore inconnues. Quand la diffraction par rayon X en phase aqueuse devint possible, son travail s'en trouva accéléré d'un facteur 10. Synthétiser et observer des protéines et des acides nucléiques réels était maintenant plus rapide et aussi plus fiable que ne l'était le processus atrocement complexe de résolution de l'équation de Schrödinger par une molécule composée de centaines de milliers d'atomes, même avec force raccourcie, astuce et approximation. Base par base, gène par gène, le virus de Shawcross se développait. Quand la femme retira son dernier vêtement, Shawcross lui dit, assis, nu, sur la chaise baquet en plastique de l'hôtel, « Vous avez dû avoir des relations sexuelles avec des centaines d'hommes. »« Des milliers. Tu ne veux pas te rapprocher, mon chou? Tu vois bien de là-bas? »« Pas de problème. » Elle s'allongea, resta tout d'abord immobile, les mains encerclant ses seins, puis ferma les yeux et commença à glisser les paumes le long de son torse. C'était la 200e fois que Shawcross payait une femme pour le tenter. Quand il avait commencé le processus de désensibilisation 5 ans plus tôt, il avait trouvé cela presque insoutenable. Ce soir, il savait qu'il resterait calmement assis à observer la femme atteindre l'orgasme, ou le simuler avec brio, sans ressentir lui-même la moindre étincelle de désir. « Vous prenez des précautions, je suppose ?» Elle sourit, mais garda les yeux clos. « Et plutôt 2 fois qu'une. Si un homme ne veut pas mettre de capote, il peut aller se faire voir ailleurs. Et c'est moi qui la lui installe, pas lui. Quand je la mets en place, elle y reste. Pourquoi? Tu as changé d'avis? Non, simple curiosité.
Shawcross payait toujours en totalité et d'avance pour l'acte auquel il refusait de se livrer et expliquait toujours à la femme très clairement, dès le début, qu'il se pouvait à tout moment qu'il faiblisse et prenne la décision de se lever et de la rejoindre. Ce n'était pas une simple contingence matérielle qui expliquait son inaction. Il n'y avait que son libre arbitre entre lui et le péché mortel. Ce soir, il se demandait pourquoi il continuait. La tentation était devenue un rituel formel, sans aucun doute quant au résultat. Sans aucun doute. C'était bien là de l'orgueil, son ennemi le plus rusé et le plus persistant. Tous les hommes et toutes les femmes marchaient le long du précipice qui menait en enfer toujours, et le risque n'était jamais plus grand d'être précipité dans ces flammes dévorantes que quand il ou elle se croyait à l'abri. Shawcross se leva et s'approcha de la femme. Sans hésitation, il plaça une main sur sa cheville. Elle ouvrit les yeux et se redressa, le considérant d'un air amusé, puis s'empara de son poignet et commença à tirer sa main le long de sa jambe, en la pressant fortement contre la peau tiède et lisse. Juste au-dessus du genou, il fut pris de panique. Mais ce n'est que lorsque ses doigts sentirent la moiteur qu'il se libéra avec un miaulement étranglé et tituba vers la chaise, haletant et tout tremblant. Là, ça ressemblait plus à quelque chose.